Dans le monde informatique, les attaques par force brute font partie des attaques les plus redoutables. Ici, il est question pour nous de pouvoir brute forcer l'accès à un système où nous n'avons pas l'autorisation en essayant de récupérer les accès des utilisateurs légitimes, tel qu'on peut le voir dans cette image-ci, où nous avons un attaquant qui essaye, en utilisant plusieurs logins et mots de passe, afin de tester les combinaisons et de pouvoir avoir accès au système dont il n'a pas accès. Voilà en fait ici, dans ce schéma, un modèle d'attaque par force brute. Dans cette vidéo, il sera question pour nous de proposer une politique de sécurité qui consiste à bloquer toute forme d'attaque par force brute, de telle manière que peu importe l'attaque par force brute, ça ne pourra plus marcher. Et nous allons voir ici comment l'implémenter et le mettre en service. Et nous allons aussi, à la fin, désactiver toute forme d'authentification par mot de passe, afin de forcer les utilisateurs en utilisant leur clé privée pour s'authentifier dans le système. Bien sûr, cette vidéo s'accompagne à la suite de nombreuses vidéos que nous avons réalisées pour pouvoir mieux comprendre tous les phénomènes, du moins les phénomènes de base sur la cryptographie que nous avons partagés. Nous vous invitons à regarder tout ce que nous avons eu à réaliser sur OpenSSL dans Acadia CyberSec. Et nous profitons également aussi, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Salut à toute la communauté d'Acadia CyberSec et présentement nous allons commencer réellement déjà proprement l'action que nous devons mener. Dans notre cas ici, nous aurons un serveur CentOS avec des utilisateurs légitimes où nous allons créer des paires de clés pour chaque utilisateur privé et public. Et les clés publiques seront stockées au niveau du serveur afin de pouvoir vérifier l'authenticité de l'utilisateur qui essaie de se connecter. Du moins, c'est la clé privée qui va authentifier l'utilisateur dans le système et non plus le mot de passe, tel qu'on peut le voir sur le schéma. Du coup, ici, nous avons donc nos deux utilisateurs, Bela et Mba, qui sont les utilisateurs légitimes au système. Bien sûr, nous avons l'utilisateur par défaut qui est Acadia CyberSec. On va réaliser simplement cette procédure sous Linux et sur Windows. Déjà, on va présenter très rapidement le principe de fonctionnement d'une attaque par force brute. Et ici, nous allons nous connecter dans notre système et nous allons afficher le fichier qui contient le fichier où nous avons tout ce qui concerne les authentifications au niveau de CentOS. Et là, nous allons aller au niveau de /etc/r6 syslog et syslog. Nous allons taper 4. Nous allons d'abord rapidement nous loguer en mode administrateur pour aller. Voilà. Et nous allons taper ici 4 s etc r6log conf et nous allons filtrer pour afficher ici le fichier ou bien les fichiers qui contiennent l'authentification des utilisateurs. Voilà. Le fichier d'authentification des utilisateurs. Donc ici, là, nous conf, on dit ici, oui, grep. Tant pour moi, c'est grep. Ok.
Bon, ici, nous pouvons voir là, au niveau de /log, /var, /log, /secu, c'est ce fichier-ci qui renseigne toutes les informations sur les personnes qui essaient de se connecter à notre serveur CentOS 9. Pour le cas de Ubuntu, c'est /var, /log, /autant.log. Ici, nous sommes sur CentOS. Donc là, nous allons lancer la commande tels-f et on va essayer de récupérer donc les informations ici. Et nous allons, dans ce cas aussi, venir ici et lancer l'attaque SSH. Tapant sudo. Voilà. Bon, ici, on peut voir que l'attaque par force brute est lancée, où nous avons où l'attaquant utilise un fichier qui contient des centaines, des milliers, des millions, sinon des milliards de logins et de mots de passe afin de brute forcer l'accès au niveau du système. Et ici, on peut voir qu'au niveau de notre serveur, il essaye bien sûr de forcer l'accès et on peut voir les différentes combinaisons qui sont lancées en fonction du fichier qu'il utilise. Bien sûr, ça va prendre, si le mot de passe ou bien le login est contenu au niveau du fichier, il pourra avoir accès après, n'est-ce pas, un certain temps en fonction du classement dont il aura eu à faire au niveau du fichier. Donc, notre objectif ici sera de bloquer ce type d'attaque définitivement. Donc, et là, nous allons arrêter l'attaque. Et ici, nous pouvons voir que nous avons les tentatives de brute forcing au niveau du serveur. Et là, nous pouvons afficher par exemple avec la commande journal ctl et ici on filtre le processus sshd journal 4 pour moi journal 4 grep. Voilà. Et ici, on peut voir dans les différentes tentatives de brute forcing au niveau du serveur. Là, on peut voir les adresses IP qui ont essayé, de s'authentifier avec les logins et les mots de passe, qui ont également aussi essayé d'utiliser l'identification et l'authentification pour pouvoir brute forcer l'accès au niveau du serveur. Donc ici, ce que nous allons donc faire là, c'est de pouvoir bloquer définitivement toute forme d'attaque par force brute. Et ici, nous pouvons voir que nous avons déjà créé nos deux utilisateurs, Bella et Mba. Ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que nous allons ici, au niveau du fichier, on voit que l'utilisateur Bella utilise un système Kali pour s'authentifier au niveau du serveur. Et ce que nous allons faire. Et l'utilisateur Mba va utiliser un système Windows 11 pour s'authentifier au niveau de notre serveur. Donc, on va rapidement commencer avec l'utilisateur Bella. Nous allons aller dans le répertoire /ssh ici et nous listons. On peut voir qu'on a l'utilisateur Bella ici, l'utilisateur Mba. Donc on va dans Bella. Ici, nous pouvons voir que Bella a, nous avons les clés privées, les clés publiques de Bella. Ce qu'on va faire simplement ici, on va simplement supprimer. On va supprimer ici toutes les clés de Bella. On va remove id. Et on va supprimer aussi pour notre ami. Voilà. Et ici, on peut voir que toutes les clés par défaut ont été supprimées. Ce que nous allons faire là, c'est de pouvoir générer les clés publiques et privées que Bella va utiliser pour s'authentifier au niveau du serveur. Donc, et pour cela, nous tapons ssh-get generate. Ici, nous mettons la taille de la clé 4096 bits et nous validons sur Entrée.
Et là, ici, nous pouvons voir le chemin où il va aller stocker la clé. Mais ce n'est pas ce chemin que nous voulons. Nous voulons que ce chemin-là soit ici, là. Que ce chemin soit slash nana slash point ssh slash bella. Et ici, on va lui donner, on va l'appeler id underscore bella underscore rsa. Voilà. Et ici, nous mettons un passe-phrase question de forcer l'authentification. Et seul l'utilisateur Bella est censé donc avoir ce passe-phrase pour utiliser sa clé privée. Et ici, si nous listons, on peut voir que les deux clés ont été générées. On peut voir. Maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est de pouvoir envoyer la clé publique au niveau du serveur. Mais déjà ici, nous pouvons voir, si nous venons au niveau du serveur, nous allons au niveau du compte de /home Bella ici, parce que Bella a déjà été créé. Et nous allons lister pour voir ce que nous avons à l'intérieur là. Par exemple. Ici, on peut voir que nous avons le point .ssh. Mais par défaut, le point SSH n'est pas créé. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est de pouvoir simplement supprimer le répertoire .ssh afin de, ici on nous dit suppression. Ok, on va d'abord aller, on va directement ici lancer vers le répertoire /home Bella, ici .ssh. Voilà. Et on valide sur Yes. Et là, si on tape encore ici pour afficher, on peut voir que le SSH n'est plus présent. Donc là, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, ou bien ce que nous allons faire, c'est de pouvoir envoyer cette clé-là dans ce même répertoire. Ce répertoire sera automatiquement créé et à l'intérieur, on aura ici dans notre clé publique. Donc, on va utiliser SSH-copie. Ici, là, on peut voir que nous utilisons, et ici, on identifie la clé publique et on copie au niveau de l'utilisateur Bella. Donc, nous lançons, voilà, et on s'authentifie avec son mot de passe par défaut au niveau du SSH. Voilà, ici on vérifie, on dit que la clé a été bel et bien ajoutée. Et on peut vérifier ici, si nous listons encore là. Là, on peut voir qu'un dossier SSH a été créé, un dossier caché. Si nous allons là à l'intérieur, /home bella.ssh, ok. Et si nous listons, on peut voir également aussi qu'un fichier a été créé authorize_get, donc les clés autorisées. Donc si on affiche ici ce fichier là, simplement ici nous allons voir, si on affiche ce fichier authorize, voilà, là on peut voir que la clé a été copiée au niveau déjà du serveur. Donc la clé a été bien envoyée. Maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est de pouvoir s'authentifier avec l'utilisateur Bella. Donc, si nous saisissons SSH Bella suivi de ici, on va identifier. Pour se connecter maintenant ici, on va devoir demander. Ici, on va indiquer le chemin où se trouve la clé, bien sûr, parce que c'est pour les mesures de sécurité. Donc, nous allons aller d'abord dans .ssh Bella et nous listons.
Et ici, on va identifier, donc on va ici faire référence à la clé que nous voulons utiliser. Donc, on tape SSH ici. Ensuite, nous tapons -i. Voilà. Et ensuite, nous tapons point directement pour identifier la clé privée. Ça, c'est la clé privée ici. Donc, bien sûr, c'est cette clé privée qui sera authentifiée, qui va authentifier Bella. Et là, ça, c'est le serveur. Et nous tapons donc sur Ancré. Et ici, on peut voir que ici, nous demandons d'ancrer le passphrase que nous avons créé. Là, nous saisissons passphrase. Et là, on peut voir que Bella s'est bel et bien connecté avec sa clé privée. Là, ça, c'est le cas d'un utilisateur sur Windows, sous Linux, autant pour moi. Et Bella s'est connecté bel et bien dans son compte avec sa clé privée. Et cette fois-ci, on va tester avec l'utilisateur. Au cas de l'utilisateur en bas, on va se connecter cette fois-ci avec un système Windows 11, tel que nous pouvons l'observer ici à l'écran. Le principe sera exactement le même, mais cette fois-ci avec Windows. C'est-à-dire, nous allons générer une paire de clés. À l'intérieur, nous aurons une clé publique et privée. La clé publique sera stockée au niveau du serveur CentOS et on va s'authentifier avec la clé privée. Pour ce faire, nous allons venir au niveau de notre Windows et nous tenons à rappeler quelque chose de très important ici, c'est que nous n'allons pas utiliser PuTTY parce que PuTTY, généralement, pour se connecter au niveau du serveur, il va vous conditionner simplement à utiliser PuTTY. Il va vous conditionner en utilisant les clés générées par PuTTY. Et parfois, ces clés ont certains problèmes. Donc, vous allez vous rendre compte que lorsque vous vous connectez, ça ne fonctionne pas. Mais pour le cas de Linux ou bien pour le cas de la méthode que nous allons faire avec Windows, ça fonctionne toujours. Donc, vous pouvez vous déplacer avec vos clés privées. Vous pouvez vous connecter avec votre smartphone, votre tablette et vous avez accès au serveur directement avec votre clé privée. Donc, ici, nous allons générer la clé. Là, nous allons d'abord nous connecter en SSH avec l'utilisateur MBA 172.16.14. Cette adresse. Et là, on se connecte. Et ici, nous ancrons le mot de passe. Là, c'est la connexion classique. Donc, si nous listons par exemple ici, ce qui se trouve à l'intérieur là, on peut voir que nous avons un fichier, nous avons le fichier SSH également aussi qui est là. Ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez le supprimer parce que dans tous les cas, ce répertoire sera automatiquement créé lorsqu'on va envoyer la clé, y compris le fichier, ce fameux fichier, ce fichier qui autorise où sont enregistrées les clés publiques. Donc, ce fichier sera enregistré. Donc, ce que nous allons faire ici, simplement, c'est de pouvoir supprimer le fichier .ssh. Voilà. Donc, si nous listons encore là, on peut voir que le fichier a été supprimé. Donc, nous sortons de notre serveur. Donc, ici, nous allons générer la clé avec SSH, SSH-gate. Et ici, voici où la clé sera stockée. Bien sûr, on pouvait indiquer les paramètres pour donner la taille, tout ça. Ici, c'est simplement pour faire un cas simple. On pouvait indiquer la taille de la clé, on pourrait même modifier également aussi le nom de la clé et tout ça. Mais ici, nous allons laisser, généralement, on va laisser les paramètres par défaut afin de juste vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Ici, on dit, ça c'est le fichier qui sera généré. Ça, c'est notre clé privée. Voilà. Ici, on nous demande d'entrer le passphrase. Nous ancrons
passe-phrase. Ici, on confirme le mot de passe. Et là, on peut voir où la clé se trouve. Donc, on va aller directement dans ce répertoire-ci. CD. Et si on liste avec la commande D, on peut voir que nous avons notre clé privée et ici notre clé publique. Donc là, cette fois-ci, on va envoyer notre clé publique au serveur CentOS. Donc, ça veut dire on tape la commande type, on indique le chemin et là, on indique la clé publique. Ici, cette clé. Voilà. Et ensuite, nous tapons mba, arroba suivi de son adresse IP. Voilà. Ensuite, là, on va indiquer où la clé va être envoyée. La clé sera envoyée dans point. Si ce fichier n'existe pas, il sera automatiquement créé SSH. Et point dossier, le fichier authorized. Point underscore kit avec S. Voilà. Et nous validons. Ici, on nous dit que la commande est incorrecte. On va simplement vérifier la syntaxe ici. On va annuler. On dit commande incorrecte. Là, on va vérifier la syntaxe. On regarde ici. Là, on se rend compte que ici, on va utiliser backslash. Là, backslash. Voilà. Là, ici, on peut voir que ça marche. Donc, nous saisissons le mot de passe pour ici, on dit que ce n'est pas un dossier. Donc, ce qu'on va faire simplement, c'est que nous allons nous connecter directement avec l'utilisateur mba. Ici, mba, arrobase, l'adresse IP, ton mot de passe. Très bien, on liste ici. On va simplement mkd, on va créer mkd, on va créer un dossier SSH. Voilà, on liste ici. -A. Et si on regarde, voilà, on voit notre dossier. On va simplement aller à voilà, ici on va créer point kit. Voilà, pas point kit, underscore kit, autant pour moi. Voilà, Tozai. Et là, si nous listons, on peut voir que ça a été créé. Donc, si nous sortons ici, on va encore essayer avec la commande tout à l'heure. Nous allons nous loguer. Voilà, ici on peut voir que ça a fonctionné. Donc, si nous allons dans ce fichier, si on va dans ce répertoire, on va voir que le fichier a été bel et bien envoyé. Bien sûr, on peut tester. Hein. On peut tester par exemple ici. Si nous allons par exemple là, on peut voir ici que si nous allons dans le répertoire /home mba .ssh, si on liste ici, on peut voir si on affiche 4. On peut voir que la clé a été bel et bien
bel et bien envoyé. Donc là, on va maintenant tenter de se connecter avec, avec la clé en essayant de taper. Là, on va maintenant taper SSH. Bien sûr, ici, si vous n'êtes pas dans le répertoire, vous devez indiquer le répertoire où se trouve la clé. Donc là, je vais simplement rappeler la commande. SSH bas. Ici, on peut voir que le passe-phrase, ici, on demande, n'est-ce pas, la clé privée pour se connecter. Donc là, je vais ancrer mon passe-phrase que j'ai saisi précédemment. Et là, on peut voir que nous avons, il s'est authentifié avec la clé privée. Maintenant, afin de pouvoir durcir encore plus la sécurité, nous allons au niveau de notre serveur bloquer toute forme d'authentification par mot de passe. De telle manière que même si il y a un, et là je vais partir, je préfère aller directement au niveau du système. C'est-à-dire que même s'il y a une personne qui a un bon mot de passe, ça ne fonctionnera pas simplement parce que nous avons désactivé la fonction qui permet l'authentification par mot de passe. Et là, on bloque totalement toute forme d'attaque ou bien de manière définitive, toute forme d'attaque qui pourrait passer avec un mot de passe. Donc là, on va se connecter. Et ici, c'est dans le fichier slash. Ici, si je prends, je vais ici mettre nano. Je mets nano slash etc slash ssh slash sshd point conf. C'est sshd donc on va encore essayer là. Nano slash etc ss voilà ssh d underscore point voilà. Ici nous allons chercher où se trouve, donc on va chercher le fichier password. Autant. Donc on peut voir ici que là nous sommes, là on va simplement désactiver et on met ici no. Et on met no simplement. Et on enregistre, on sort et on peut donc là redémarrer notre serveur SSH. SSHD. Voilà. Ici, on a redémarré. Donc, du coup, si par exemple là, j'essaye même de me loguer, par exemple, ici, je vais créer un compte là. J'essaie de me loguer avec l'utilisateur SSH bas arrobas l'adresse IP. Vous voyez que là, ça ne fonctionne pas. Là, ça ne fonctionne pas. On dit permission refusée et on vous dit ici que vous ne pouvez pas vous connecter. Par contre, si je me connecte ici avec l'utilisateur tout à l'heure là, ici c'était Bella. Si je sors encore ici, je sors ici et là j'essaie encore de me connecter. Cette fois-ci j'indique le fichier de ma clé privée Bella. Là on pourra donc se connecter. Ici, si je sors, voilà. Et là,
J'indique là, on peut voir que ça me demande le passe-phrase. Là, je me connecte sans souci. Là, vous pouvez voir que je suis connecté ici sans que on ne m'a demandé, n'est-ce pas, de me le mot de passe. Donc ici, je vais simplement, je vais sortir exit, exit. Voilà. Ok, donc, comme on peut voir, nous avons pu désactiver la possibilité, n'est-ce pas, de s'authentifier avec notre clé, la possibilité de s'authentifier avant un mot de passe. Bien sûr, ici, il est important pour nous de comprendre l'importance de bloquer de manière plus ou moins définitive toute forme d'accès avec un mot de passe de manière brute forcing. Et là, on peut voir donc que nous avons donc eu accès à notre serveur ici sans plus passer par un mot de passe. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Nous espérons que nombreux d'entre vous, n'est-ce pas, vous allez nous laisser vos commentaires au niveau de la chaîne YouTube. Et nous vous disons merci et à la prochaine vidéo.